C'est presque l'heure du grand bain pour ces touristes. Ils s'équipent d'abord de palmes, d'un masque et d'un tuba avant de plonger au large de Magnetic Island, dans l'état du Queensland. Stéphanie et Adam Hinks sont leurs guides pour la journée. Ils leur font découvrir l'une des 7 merveilles naturelles du monde, la Grande Barrière de Corail. J'espère voir une tortue, mais aussi des poissons colorés. Mais ces fonds marins qui leur tendent les bras sont de plus en plus exposés au dérèglement climatique. Ainsi, en mars dernier, la Grande Barrière de Corail a une fois de plus été victime d'une vague de blanchissement massif. Plus de 90% du récif a été affecté. À chaque vague de blanchissement, la première chose qu'on veut faire, c'est aller sous l'eau pour en constater les effets. Ce sont comme nos bébés, on veut vérifier chaque petit récif et voir comment ils se portent. La Grande Barrière de Corail, c'est également une filière employant à elle seule plus de 64 000 personnes dans le tourisme et rapportant chaque année plus de 4,3 milliards d'euros de recettes. Nous dépendons des touristes qui viennent pour voir la Grande Barrière de Corail. Mais cette manne pourrait disparaître, les vagues de chaleur marine étant de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. 4 des 6 épisodes de blanchissement constatés depuis 1998 ont ainsi frappé au cours des 6 dernières années seulement. Le corail blanchi, c'est comme une insolation pour un humain. Si une personne fait une insolation, tant qu'on la rafraîchit rapidement, elle s'en remettra. Le blanchissement du corail, c'est pareil. C'est un choc thermique qu'il vaudrait mieux éviter, mais le simple fait d'en être frappé n'est en soi pas forcément mortel. Le nouveau gouvernement australien s'est engagé à dépenser au cours des 9 prochaines années près de 800 millions d'euros pour protéger la Grande Barrière de Corail. Les 2 tiers de cette somme sont alloués aux agriculteurs, afin d'améliorer leur gestion de la terre et de réduire la pollution issue de l'agriculture qui affecte la Grande Barrière de Corail. Dans cette ferme de 13 000 hectares, où sont élevés plus de 2500 bovins, cela fait déjà plus de 20 ans qu'on a adopté des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Elles consistent à accorder autant d'importance à la préservation de la végétation qu'à l'élevage des animaux. Nos principes de pâturage sont inspirés des grands troupeaux migrateurs en Afrique. Là-bas, ces grands troupeaux traversent de grands espaces mais n'y restent pas, ce qui permet à la terre de se régénérer. C'est une différence majeure, ainsi il y a toujours de la végétation qui empêche l'érosion des sols. Un sujet majeur pour cette ferme située à la croisée de 3 rivières, charriant de grandes quantités de sédiments qui polluent la Grande Barrière de Corail. L'herbe sert d'armure à la terre contre l'érosion provoquée par les pluies. On s'est rendu compte que si nos terres sont à nu, en cas de pluie, le sol s'érode et est emporté par les rivières. Mais pour les plus critiques, ces mesures ne sont qu'un cataplasme sur une jambe de bois. C'est une bonne initiative, mais qui ne prend pas en compte le principal problème, le réchauffement de la planète. Réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, c'est en effet le seul moyen de limiter le réchauffement des océans et donc l'apparition de nouvelles vagues de blanchissement du corail. En termes de destruction du corail, c'est l'équivalent de 10 cyclones de catégorie 5, la plus élevée, qui s'abattraient sur le littoral en se tenant par la main. Il faut compter environ 10 ans pour que les coraux qui grandissent le plus vite se régénèrent. À cause du réchauffement de la planète, nous ne disposons plus de suffisamment de temps entre chaque vague de blanchissement de corail. Alors que l'an dernier, les autorités australiennes ont versé 7,8 milliards d'euros de subventions au secteur des énergies fossiles, le nouveau gouvernement travailliste se veut plus ambitieux face à la crise climatique. Il n'a pas l'intention de stopper ni même de freiner l'exploitation du gaz naturel et du charbon, mais il promet dans le même temps de faire de l'Australie une superpuissance des énergies renouvelables, en produisant notamment de l'énergie solaire, comme sur cette immense centrale qui a ouvert à proximité de Townsville en 2018. Avec ses 40 000 panneaux solaires, elle peut générer jusqu'à 116 MW d'électricité, de quoi alimenter plus de 50 000 foyers. Je crois qu'il y a un fort potentiel de croissance pour le solaire en Australie. Nous avons beaucoup d'espace et un ensoleillement important. Cela reste une nouvelle technologie, mais plus elle se développera en Australie, plus il y aura de centrales solaires qui ouvriront à travers le pays. Cette transition énergétique a donc déjà commencé, mais il faudra encore de longues années avant que l'Australie puisse renoncer totalement au charbon. Pourtant, les spécialistes du climat rappellent que pour donner à la Grande Barrière de Corail une chance de survivre, il est impératif de contenir la hausse des températures à 1,5 degré.
Nous sommes tous les gardiens des récifs coralliens à travers le monde. Imaginez que je plonge sous l'eau et qu'il n'y ait plus rien à voir, ça me fait très très peur. Même en limitant le réchauffement mondial à 1,5 degré, seuls 10 à 30% des récifs coralliens dans le monde devraient survivre. En revanche, au-delà de 2 degrés, ils pourraient presque tous disparaître.